Bonjour, c'est Chloé de Microcanap. Bienvenue dans le récap actu du mois d'octobre. Ici, pas de faits divers ni de parti pris, juste des actualités françaises essentielles, droits humains, mobilisation sociale, enjeux écologiques. Et ce mois-ci, je reviens aussi sur les débats autour du projet de loi de finances 2025 et leur impact sur votre quotidien, la crise du secteur agricole ainsi que les réformes pour l'audiovisuel public. Et pour finir, un zoom sur des événements marquants en Nouvelle-Aquitaine. Restez bien jusqu'à la fin pour saisir toutes les clés d'un mois d'octobre riche en actualités. Avant de commencer, je précise que cette émission a été tournée le mardi 29 octobre. Hey! Microcanap! Première actualité, intéressons-nous à l'actualité politique et au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025. Les projets de loi finances, PLF et de financement de la sécurité sociale, PLF-SS, vous allez beaucoup entendre ces acronymes, sont cruciaux pour l'État car ils déterminent les dépenses et les recettes de l'année prochaine dans des secteurs tels que l'éducation, la sécurité et la santé. Ces deux projets de loi touchent de nombreux aspects de votre quotidien. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ma vidéo sur les impôts et les taxes qui vous explique l'impact d'un gouvernement de gauche ou de droite sur de nombreux aspects de votre vie. Actuellement, le gouvernement s'est fixé comme objectif de réduire le déficit public à 3% du PIB d'ici 2029, avec des coupes budgétaires de 41,3 milliards d'euros et une augmentation des recettes fiscales, les impôts par exemple, de 19,3 milliards d'euros. Alors, ce plan, il bénéficie du soutien des partis de la majorité, Renaissance, Modem, Horizon et des Républicains qui soulignent l'importance de réduire le déficit public pour stabiliser l'économie française. Les discussions parlementaires organisées jusqu'en décembre suivent un calendrier bien précis puisque la Constitution française fixe une date limite pour l'adoption du budget au 21 décembre 2024. Si aucun accord n'est trouvé d'ici le 21 novembre, le gouvernement pourrait invoquer l'article 47 pour transférer le texte au Sénat. Cela veut dire que les sénateurs pourraient alors modifier le projet de budget sans vote complet de l'Assemblée nationale avant qu'une commission mixte paritaire vienne trancher le sort de ce texte, dont la version initiale vise 60 milliards d'euros d'économies, comme je le disais tout à l'heure. Cette commission mixte paritaire, qui réunit 7 députés et 7 sénateurs en fonction des équilibres politiques de l'Assemblée et du Sénat, cette commission, elle serait a priori favorable au socle commun qui soutient le gouvernement composé de Renaissance, le Modem, Horizon et les Républicains. Les discussions budgétaires ont commencé difficilement. Le volet recettes du PLF 2025, le projet de loi de finances, marqué par de nombreux désaccords, a été suspendu sans accord final, reportant ainsi le prochain débat sur le volet dépenses. Je détaillerai davantage le volet dépenses dans le récapitulatif de novembre, mais sachez qu'il inclut l'examen de 18 grands postes budgétaires comme la sécurité, l'agriculture et l'éducation, point qui suscite des critiques pour la réduction des effectifs. Entre-temps, l'examen du budget de la sécurité sociale, le PLF-SS, est en cours avec des tensions similaires. Le PLFSS cherche à contenir les dépenses sociales face aux besoins croissants en santé, retraite et en aide sociale. Alors, pour résumer brièvement les positions des partis politiques, les partis de droite, Modem et Horizon, soutiennent les réformes pour stabiliser la dette. Le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, conteste le report de la revalorisation des retraites qu'il qualifie, et je cite, de vol, et critique la hausse de la taxe sur l'électricité, craignant un impact sur le pouvoir d'achat populaire. Le parti de droite, les Républicains, est opposé à la réduction des aides à l'apprentissage, jugée dangereuse pour l'emploi des jeunes et réclame un allègement des cotisations sociales pour les entreprises. Le parti de gauche, la France insoumise, dénonce des coupes touchant les plus fragiles, comme la réduction des subventions aux collectivités locales, estimée à 4 milliards d'euros, qui pourrait compromettre l'accès aux services essentiels, comme les aides aux personnes âgées et les crèches. Les économies visent aussi les remboursements de consultations médicales, dont une partie pourrait être transférée aux complémentaires santé, les fameuses mutuelles. Cette initiative, qui permettrait de réduire les coûts pour la sécurité sociale, suscite l'inquiétude des usagers et des professionnels de santé. En effet, cela pourra entraîner une hausse des cotisations aux complémentaires santé avec un impact direct sur le budget des ménages et un risque de creuser les inégalités d'accès aux soins. Pour alléger l'impact sur les ménages modestes, le SMIC est revalorisé de 2% dès le 1er novembre 2024 et 530 000 foyers devraient rester non imposables grâce à l'ajustement des tranches d'impôts. Enfin, le gouvernement pourrait utiliser l'article 49.3 pour faire passer le budget sans vote parlementaire, risquant de renforcer la polarisation entre les partis
et de fragiliser la confiance des citoyens dans les institutions. Les prochaines semaines seront donc cruciales pour l'issue des débats et leurs répercussions sur les finances publiques. Deuxième actualité, les droits humains. Je vous cite plusieurs faits marquants du mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'analyse un sujet en particulier. Une quinzaine d'associations réclament l'interdiction de l'algorithme antifraude de la Caisse nationale d'allocation familiale qui ciblerait, selon elles, les personnes au chômage, les bénéficiaires du RSA ou encore de l'allocation adulte handicapé. À Petit-Quevilly, en Seine-Maritime, un revenu minimum étudiant, le RME, de 30 à 100 € par mois aide les étudiants précaires. D'autres villes prennent des initiatives similaires alors que la rentrée universitaire 2024 atteint un coût moyen de 3 157 € selon la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE. De son côté, la Meurthe-et-Moselle lance un revenu d'émancipation jeune de 500 € mensuels accessible depuis le 1er octobre aux jeunes de 16 à 25 ans ayant peu de revenus et n'étant pas éligibles aux aides existantes. Louis Boyard, député La France Insoumise, a lancé une pétition pour généraliser le repas étudiant à 1 €. Avec 500 000 signatures, l'initiative pourrait être débattue à l'Assemblée nationale. Un an après la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés, des associations réclament également l'extension de ce principe aux allocations d'invalidité et de solidarité pour garantir une plus grande indépendance financière des personnes en situation de handicap. La déconjugalisation, c'est la prise en compte des ressources personnelles sans prendre en compte celles du conjoint. Santé publique France note une augmentation du nombre de dépistages du VIH avec 5 500 découvertes de séropositivité en 2023. Cette augmentation elle est favorisée par le dispositif VIH Test lancé en 2022 pour lequel le dépistage est désormais gratuit et sans ordonnance pour les assurés sociaux. Aussi, la Haute Autorité de Santé a validé un test salivaire gratuit pour les patientes suspectées d'endométriose dans le cadre d'une étude clinique. L'ancien juge anti-terroriste Marc Trévidic dénonce l'usage abusif de la loi sur l'apologie du terrorisme, une mesure qu'il avait autrefois soutenue pour lutter contre la radicalisation. Selon lui, cette loi est désormais détournée et entrave la liberté d'expression, en particulier depuis l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas, où le nombre de signalements a explosé depuis. La proposition de loi socialiste visant à garantir la mixité sociale dans les écoles a été rejetée par le Sénat, dominé par l'alliance droite centriste. Ce texte proposerait de faire de la mixité sociale une obligation légale, y compris pour les établissements privés. Pour le sénateur Max Brisson, des Républicains, ce projet menacerait la méritocratie. Le Sénat a approuvé la loi de simplification de la vie économique mise en pause après la dissolution de l'Assemblée nationale en juin. Ce texte technique vise à alléger les contraintes des entreprises avec un assouplissement sur les compensations environnementales, une mesure vivement critiquée par la gauche. Troisième actualité, parlons immigration. Début octobre, lors de la présentation de sa politique générale, Michel Barnier a annoncé que la France limitera les visas pour les pays refusant de réadmettre leurs ressortissants expulsés. Moins d'un an après la dernière loi immigration, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, prévoit déjà un nouveau texte pour 2025. Le 15 octobre dernier, il a déclaré vouloir réintroduire certaines mesures pourtant censurées par le Conseil constitutionnel en janvier 2024. Parmi celles-ci, l'allongement du délai de résidence pour bénéficier de prestations sociales, la réduction des droits sociaux pour les migrants et la transformation de l'aide médicale d'État en aide d'urgence. Le gouvernement pourrait également geler le budget de l'aide médicale d'État dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2025. Retailleau souhaite aussi durcir les conditions de regroupement familial et prolonger la durée de rétention des étrangers qualifiés de, et je cite, dangereux. Cette loi suscite même des tensions au sein de la majorité macroniste et l'ancienne première ministre Elisabeth Borne rappelle que la dernière loi immigration et le pacte européen sur l'immigration sont encore récents. La gauche, quant à elle, dénonce des mesures rappelant la préférence nationale, concept jugé contraire à la Constitution par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Enfin, cette annonce coïncide avec une nouvelle loi proposée par la Commission européenne pour faciliter les expulsions des personnes en situation irrégulière, avec une coopération renforcée au sein de l'Union européenne et avec les pays tiers. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a rappelé que moins de 20% des décisions d'expulsion sont appliquées. Si vous voulez comprendre ce sujet complexe qu'est l'immigration, j'ai sorti une émission factuelle à ce sujet, je vous mets le lien en description de l'émission. Quatrième actualité, continuons avec le secteur de l'agriculture. En Loire-Atlantique, une coopérative laitière pourrait proposer un contrat pour un volume de 40 millions de litres de lait aux producteurs de Lactalis présents sur le territoire.
Cette déclaration survient quelques jours après l'annonce de Lactalis de la réduction de ses volumes d'achat de lait en France. Le géant laitier envisage même de financer un cabinet spécialisé pour aider ses éleveurs à se reconvertir. La crise agricole persiste et les syndicats agricoles menacent de recommencer les blocages à partir du 15 novembre prochain contre la baisse des revenus, la lourdeur administrative, la concurrence étrangère déloyale et l'impact des crises climatiques et sanitaires. Les syndicats agricoles dénoncent également l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le marché commun d'Amérique du Sud, le Mercosur, qu'ils considèrent comme une menace pour l'agriculture française. Face à cette crise, le projet de loi de finances 2025 propose des allègements de charges pour les agriculteurs, ce que la FNSEA, le syndicat majoritaire, voit comme une mesure positive. Cependant, un autre syndicat, la Confédération paysanne, estime que ces soutiens restent insuffisants pour assurer une transition agroécologique et préserver les petites exploitations. Enfin, parlons de la Mutualité sociale agricole, la MSA. Chargée de la protection sociale des agriculteurs, la MSA tire la sonnette d'alarme. Elle dispose de 15 millions d'euros par semestre dans le cadre d'un fonds d'action sanitaire et sociale distribué par l'État. Mais ces 6 derniers mois, les demandes ont explosé, atteignant 89 millions d'euros, selon son président Jean-François Frutero. La MSA mise désormais sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 pour obtenir un soutien de l'État, dont l'examen a commencé le 28 octobre. De son côté, la Confédération paysanne continue de se mobiliser pour réclamer des droits sociaux renforcés pour les agriculteurs et agricultrices, ainsi que des mesures pour rendre le métier plus attractif. Si vous voulez comprendre ce sujet complexe, j'ai sorti une émission à ce sujet, je vous mets le lien en description de cette émission. 5e actualité, parlons climat. Le Premier ministre Michel Barnier a lancé une consultation publique de 2 mois pour recueillir les avis des citoyens et citoyennes sur le 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Vous trouverez le lien de cette consultation publique en description de l'émission. Ce plan, avec ses 51 mesures, vise à préparer la France aux risques climatiques croissants, canicule, inondations, érosion des côtes, par exemple. Les mesures proposées incluent l'amélioration des assurances, la cartographie des risques, l'isolation des logements et l'adaptation des horaires de travail en cas de forte chaleur. Pour soutenir ces initiatives, le fonds Barnier, créé par Michel Barnier en 1995, sera augmenté de 75 millions d'euros pour atteindre 300 millions d'euros en 2025. Ce plan s'appuie sur un scénario de plus 4 degrés pour la France d'ici la fin du siècle, contre plus 2 degrés pour l'ensemble de la planète. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez mes émissions Changement climatique, comprendre et agir et qu'est-ce que ce fameux plus 1 degré en description de cette émission. Début octobre, la dépression Kirk et un épisode Cévenol, donc des fortes pluies en Méditerranée, c'est-à-dire dans le sud de la France, ont entraîné des crues et des inondations sévères sur tout le territoire, causant 1 blessé grave, 11 blessés légers et le déplacement de plus de 900 personnes, rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Le 17 octobre, une cellule de crise a été réunie au ministère de la Transition écologique et Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité aux victimes, tandis que plusieurs communes ont demandé l'état de reconnaissance de catastrophes naturelles. La Caisse centrale de réassurance a estimé le coût des dégâts à environ 350-420 millions d'euros, dont la moitié à sa charge, un montant qui pourrait être revu en cas de nouvelles intempéries. Cette institution, elle assure une couverture illimitée aux assureurs si l'état de catastrophe naturelle est déclaré par l'État. Malgré l'automne, la sécheresse continue de sévir dans certaines régions. À Durban-Corbière, dans l'Aude, l'eau potable est livrée par camion-citerne depuis 3 mois en raison des coupures quotidiennes désormais en place dès 17h et l'opération a déjà coûté plus de 140 000 euros. Le maire a sollicité l'aide de l'État pour financer cette opération. Enfin, selon le BRGM, le Service géologique national, 73% des nappes phréatiques étaient au-dessus des normales au 1er octobre. Toutefois, les niveaux restent critiques dans des zones comme le littoral du Roussillon, le Languedoc et le nord-est de la Corse. Le BRGM met aussi en garde contre une recharge trop rapide des nappes qui pourrait entraîner des débordements des cours d'eau. 6e actualité, continuons avec l'environnement. L'Agence européenne de l'environnement souligne dans un rapport la mauvaise gestion des ressources en eau en Europe. Selon elle, seulement 37% des eaux de surface sont en bonne ou très bonne santé écologique, 29% en bonne santé chimique, contre 77% pour les nappes phréatiques qui fournissent la majeure partie de l'eau potable consommée par les Européens et Européennes. L'agence a analysé 120 000 masses d'eau de surface et 3,8 millions de kilomètres carrés de masses d'eau souterraines dans 19 pays de l'Union européenne. Elle désigne la pollution atmosphérique et agricole comme principale menace.
Un rapport sénatorial publié mi-octobre dénonce, et je cite, l'opacité autour de l'affaire des eaux minérales traitée par Nestlé Waters pour ses marques d'eau comme Epar et Vittel. En 2021, le gouvernement a autorisé l'usage de microfiltres controversés sans rendre l'affaire publique. L'ONG de défense des consommateurs Foodwatch critique le manque de transparence et déplore l'absence de sanctions contre Nestlé, tout comme la rapporteure de ce rapport sénatorial, Antoinette Guhl, sénatrice écologiste de Paris. L'ONG a déposé plusieurs plaintes dans ce dossier, j'en parle dans les précédents Récap Actu. Près de Lyon, l'usine d'Équin, je suis pas sûre de la prononciation de ce nom, donc l'usine d'Équin, émettrice des polluants éternels, les PFAS, a été autorisée par la préfecture du Rhône à reprendre son extension après un arrêt forcé en juin 2024. La préfecture indique que le cadre a été renforcé avec des plafonds d'émissions plus stricts et une surveillance accrue. Cependant, des députés écologistes et des collectifs de riverains contestent cette autorisation, dénonçant l'absence d'une étude d'impact pourtant exigée par le tribunal. La métropole de Lyon a également initié une procédure en août contre Arkema et Déquin, obtenant de la justice le lancement d'une expertise indépendante concernant la pollution au PFAS sur son territoire. Une exposition longue au PFAS peut engendrer des risques sanitaires graves, tels que des cancers et des problèmes de fertilité. Septième actualité, changeons de décor et de direction d'actualité médiatique. Le 15 octobre, Roch-Olivier Mestre, président de l'Arcom, le régulateur des médias audiovisuels, a été auditionné à l'Assemblée nationale concernant la gouvernance et le financement d'audiovisuel public. Sur le plan de la gouvernance, la ministre de la Culture, Rachida Dati, soutient une fusion complète des médias audiovisuels publics français, projet suspendu depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin. À ce sujet, le président de l'Arcom a proposé une présidence commune pour les grands médias de l'audiovisuel public comme France Télévisions et Radio France, plutôt qu'une fusion complète, en soulignant la nécessité, et je cite, d'un média global qui intègre télévision, radio et numérique pour répondre à la concurrence internationale. Concernant le financement de l'audiovisuel public, qui est en débat depuis la suppression de la redevance en 2022, le Sénat a adopté le 23 octobre une loi à la quasi-unanimité qui pérennise le soutien financier de l'audiovisuel public par l'allocation d'une fraction de la TVA, la taxe à la consommation. Ce mécanisme, il finance France Télévisions, Radio France, France Média Monde, TV5 Monde, Arte et l'INA. Bien que cette solution ne soit pas parfaite, selon Reporters sans frontières, RSF, qui appelle à un modèle plus stable et conforme aux normes européennes de liberté des médias, elle est désormais soumise à l'Assemblée nationale. Le Sénat a également débattu le 17 octobre d'une loi sur l'indépendance des médias et la protection des journalistes. Cependant, des mesures clés comme le rôle des actionnaires, le pouvoir des journalistes dans la nomination de leur directeur de rédaction et le renforcement des pouvoirs de l'Arcom pour garantir le pluralisme de l'information avaient déjà été retirés la veille en commission culture par la droite sénatoriale et les centristes. Le texte doit maintenant être voté à l'Assemblée nationale pour entrer en vigueur. Un autre projet de loi sur l'information est prévu, inspiré des États généraux de l'information évoqués dans mon Récap Actu de septembre. Huitième actualité, direction les Outre-mer. Le 1er octobre, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé l'abandon du projet de loi constitutionnel sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Ce projet, qui a déclenché de violentes protestations ayant causé 13 morts dont 2 gendarmes selon les chiffres officiels, visait à modifier les conditions de vote dans l'archipel. Les élections provinciales, initialement repoussées à la fin 2024, sont à présent prévues pour le 30 novembre 2025 au plus tard. Ce report, adopté par le Congrès calédonien et le Sénat, doit encore être validé par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, la Cour de cassation a ordonné le 22 octobre un réexamen de la détention de Christian Tin, le leader du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, incarcéré pour son rôle présumé dans les émeutes. Au total, 5 militants sont poursuivis dans cette affaire, chacun mis en examen pour des chefs d'accusation similaires. Le couvre-feu, en place depuis mi-mai, a quant à lui été prolongé jusqu'au 4 novembre. En Martinique, une mobilisation contre la vie chère dure depuis le 1er septembre. Les manifestants et manifestantes dénoncent l'écart des prix entre l'île et l'Hexagone, estimé à 40% par l'INSEE en 2022, mais qui dépasse les 100% pour certains produits selon les manifestants. Malgré un accord prévoyant une baisse de 20% des prix sur plusieurs produits, le mouvement continue. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, le RPP-RAC, à l'origine du mouvement, a refusé de signer l'accord, l'estimant insuffisant. En Guadeloupe, la crise de l'eau potable persiste avec un réseau de distribution en déclin depuis des années par manque d'investissement. Selon le préfet Xavier Lefort, 60 à 70% des citoyens-citoyennes subissent régulièrement des coupures.
À Mayotte, la situation est également critique. Les coupures d'eau hebdomadaires se multiplient, la production ne suffisant plus à répondre à la demande malgré un planning de rationnement en place depuis plusieurs mois. Le territoire fait face à une pénurie d'eau aggravée par l'insuffisance des infrastructures pour stocker et distribuer l'eau. 9e actualité, ce mois-ci a été marqué par de nombreuses manifestations. Je vous en cite quelques-unes tout de suite. Le 1er octobre, lors du discours de politique générale de Michel Barnier, les syndicats se sont mobilisés pour demander l'abrogation de la réforme des retraites et une hausse des salaires. Le ministère de l'Intérieur comptabilise 95 000 manifestants et manifestantes en France, dont 11 000 à Paris, tandis que la CGT revendique 170 000 participants et participantes. Le 5 octobre, à Guéret, dans la Creuse, environ 2500 personnes se sont rassemblées pour protester contre l'implantation d'une usine de pellets, dénonçant la surexploitation forestière et les effets de ces projets industriels sur la biodiversité. Le 7 octobre, en Alsace, des transporteurs ont organisé une opération escargot pour protester contre la future taxe poids lourds prévue pour 2027, qui imposera un coût de 15 centimes par kilomètre aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur certains axes de la région. Adoptée à l'unanimité, cette taxe vise à réguler le trafic routier et à réduire la pollution, mais les transporteurs locaux craignent pour leur activité et demandent des compensations. Le 15 octobre, à Paris et à Marseille, plus de 700 salariés d'Ubisoft ont manifesté pour la deuxième fois depuis la rentrée, exigeant des meilleures conditions de télétravail et des hausses salariales dans un contexte de vente en baisse et de projets retardés pour l'entreprise. Le 17 octobre, la vente de Doliprane par Sanofi à un fonds américain a suscité des grèves et des manifestations. Inquiets pour les emplois et la souveraineté industrielle, les manifestants et manifestantes dénoncent cette vente. Olivier Faure, chef du Parti socialiste, a qualifié la vente, et je cite, de trahison. Sanofi s'engage à maintenir les emplois en France pendant 3 ans avec des pénalités en cas de non-respect, mais les manifestants et manifestantes restent sceptiques. Le 18 octobre, à Menton, dans les Alpes-Maritimes, des manifestants ont protesté en marge de la visite du Premier ministre Michel Barnier pour dénoncer les conditions de gestion des migrants et demander plus de dignité dans leur traitement. Le 19 octobre, des manifestants et manifestantes ainsi que des personnes se revendiquant féministes ont organisé plusieurs rassemblements en France pour exiger une loi intégrale contre les violences sexuelles. Une 50aine d'associations, collectifs ou syndicats féministes, dont le Planning Féminial, Oser le féminisme ou la CGT, ont annoncé la veille, le vendredi 18 octobre, former une coalition portant près de 130 mesures renforcées pour protéger les victimes et lutter contre l'impunité des agresseurs. Maintenant, passons à l'actualité de quelques villes situées en région Nouvelle-Aquitaine. Première actualité régionale, direction Poitiers, où plus de 800 agriculteurs et agricultrices irrigants espéraient obtenir l'annulation de jugements limitant temporairement les prélèvements en eau dans le marais poitevin. Cependant, le tribunal administratif a rejeté leur recours. Le tribunal confirme donc les restrictions imposées dans cette zone nécessaires pour éviter une surexploitation des nappes phréatiques et garantir un équilibre environnemental durable. Les associations environnementales se félicitent de ce jugement, tandis que les agriculteurs et agricultrices dénoncent une menace pour leur activité. Deuxième actualité régionale, restons à Poitiers. Grâce au club de parahockey et au soutien financier des collectivités, la patinoire peut désormais accueillir un public et des athlètes en situation de handicap avec des équipements adaptés. C'est la première patinoire française 100% adaptée. Troisième actualité régionale, à la plaine d'Aunis, en Charente-Maritime, des analyses réalisées auprès de 72 enfants révèlent des traces de 45 molécules toxiques, dont certaines interdites, comme l'acétamipride. Selon Laurence Huck, la toxicologue responsable de l'étude, la dose relevée de cet insecticide laisse penser qu'il aurait été appliqué dans les champs peu de temps avant les tests. Cette enquête a été menée par l'association Avenir Santé Environnement, alarmée par une augmentation des cas de cancer pédiatrique dans la région. Quatrième et dernière actualité régionale, focus sur le projet de ligne à grande vitesse qui doit relier Bordeaux à Dax et Toulouse. Ce grand projet ferroviaire appelé Grand Poitiers Sud-Ouest, le GPSO, vise à améliorer les connexions ferroviaires dans le sud-ouest de la France. Toutefois, ce projet est fortement contesté. Les opposants dénoncent son coût élevé, 14,3 milliards d'euros, et son impact environnemental, notamment la destruction de terres agricoles et d'espaces naturels. Les partisans, quant à eux, mettent en avant les avantages en termes de mobilité et de développement économique pour la région. Le débat autour de la LGV reste vif et le projet continue de diviser élus locaux et associations environnementales. Merci d'avoir regardé l'émission. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir Microcanap et pour ne pas manquer le prochain récap actu et les autres émissions. Microcanap est également présent sur Instagram et TikTok pour plus de contenu. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Microcanap!